Donc on a 15 minutes, on va discuter de l'oxygénothérapie à haut débit qui s'est largement propagée ces dernières années. On va voir un petit peu la physiologie, les effets cliniques et puis un petit peu l'évidence. Le micro n'est pas bien placé, c'est ça? Non? On peut faire mieux? Très bien. On fait mieux alors. Ah oui, d'accord, c'est moi qui les ai bougés. Pardon. J'ai quelques conflits d'intérêts où on m'a payé quelques transports. Jusqu'à maintenant, les techniques d'oxygénation, on avait les patients sous oxygène, on pouvait appliquer la ventilation non invasive. On ne va pas ici l'opposer ou autre, mais c'est pour comprendre un petit peu les effets cliniques. Quand on appliquait de la ventilation non invasive, eh bien, ça permettait d'avoir un gaz humidifié, à la différence de l'oxygène standard, d'appliquer une pression expiratoire positive, et donc d'améliorer l'oxygénation, de baisser l'effort du patient. Ça permettait d'avoir des FiO2 très élevés. Avec un masque à réserve, les FiO2 sont relativement basses, on le reverra tout à l'heure. En VNI, si on met 100%, s'il n'y a pas de fuite, la FiO2 est réellement de 100%. Ça permettait bien sûr d'avoir une assistance respiratoire, l'aide inspiratoire qui diminue l'effort inspiratoire du patient. Et puis il y a les effets cardiaques qui sont bien connus sur la post-charge, la pré-charge et qui améliorent les performances cardiaques. Est-ce qu'il y a des effets délétères ou en tout cas qui peuvent poser problème? Oui, il faut bien savoir régler le ventilateur, il y a beaucoup d'asynchronie patient-ventilateur. Même sans asynchronie, le patient parfois tolère mal cette technique. L'intubation peut parfois être retardée, ça a été décrit dans quelques études cliniques. Effectivement, le patient est en détresse, mais on masque cette détresse et donc peut-être on arrive un peu trop tard au moment où le patient va finir par être intubé. Et puis plus récemment, on s'est intéressé au barotrauma, c'est-à-dire que le fait que, alors qu'en ventilation invasive, tout le monde sait qu'on doit réduire les volumes courants, eh bien là, on ne maîtrise pas le volume courant et on voit des patients qui font des volumes très très importants. C'est quelque chose dont on ne parlait pas il y a une dizaine d'années, mais qui est à l'ordre du jour. Donc, comme alternative, c'est là où s'est frayé le chemin de l'oxygénothérapie à haut débit. Plusieurs avantages. Le confort, effectivement, et par rapport à l'oxygène standard, on utilise un système d'humidification et par ailleurs, on garde un système de type lunette. Il y a un petit effet PEP, on le reverra. Il y a aussi un bénéfice sur l'oxygénation car les FiO2 sont plus élevés. Et il y a un lavage de l'espace mort, c'est-à-dire que le haut débit nettoie la PCO2 qui se trouve dans les bronches, les voies aériennes, et c'est un effet important. Et l'ensemble contribue. Quelle est la part la plus importante? C'est difficile. Il n'y a pas tant d'études physiologiques. Ça s'est largement développé sans qu'il y ait énormément d'études pour étayer la part de chacun de ces effets. Mais le résultat est, dans tous les cas, une augmentation de la PO2 et une diminution aussi bien de l'effort inspiratoire que de la fréquence respiratoire. Tout d'abord le confort. Le confort, c'est l'utilisation bien sûr d'un système de type lunette, qui est quand même assez agréable, qui permet le patient peut s'alimenter, peut boire. Le système d'humidification, qui est probablement également très important dans le confort et la tolérance du patient, qui doit, et chaque humain, dans les conditions physiologiques, doit réchauffer le gaz inspiré. Nous réchauffons le gaz inspiré. Le gaz dans les poumons est à 37 degrés et il est complètement saturé en eau, c'est-à-dire que nos voies aériennes doivent humidifier le gaz inspiré pour avoir un gaz complètement saturé avec 44 mg d'eau par litre au niveau pulmonaire. Si on regarde quelques études qu'il y avait eu sur l'inhalation d'un gaz froid ou non humidifié. Ici, c'est l'effet de la respiration d'un gaz froid et vous avez ici les résistances et donc une augmentation des résistances très importante quand on respire un gaz très froid. Le gaz qu'on respire, que les patients respirent plutôt à l'hôpital, que ce soit via une bouteille d'oxygène ou une prise murale, est un gaz froid et extrêmement sec. Les niveaux d'humidité sont de l'ordre de moins de 5 mg d'eau par litre. Certains essayent de mettre sur de l'oxygène standard ces systèmes qui ne sont absolument pas efficaces et qui ont même été retirés à l'assistance publique, par exemple, qui ne sont plus disponibles. Parce qu'effectivement, pour humidifier un gaz, il ne faut pas mettre de l'eau froide, c'est ça le concept, c'est qu'il faut réchauffer pour faire de la vapeur d'eau, comme sous les tropiques, où l'humidité est extrêmement importante. Et donc, le système de l'oxygénothérapie à haut débit fonctionne avec ces systèmes d'humidification. Et donc, le gaz est réchauffé avec des niveaux d'humidité qui sont largement au-dessus des recommandations, au-dessus de 30, peut-être pas complètement saturés, mais largement humidifiés.
On reparlera tout à l'heure de l'étude de Jean-Pierre Fratte, qui a été coordonnée à Poitiers, sur les bénéfices, mais c'est un tableau qui est un peu caché dans les résultats et qui est peut-être le plus important, et en tout cas là pour bien comprendre le mécanisme. Les patients étaient traités en insuffisance respiratoire aiguë par de l'oxygène, de la VNI ou du système de l'oxygénothérapie à haut débit. Et ce qui est vraiment remarquable, c'est qu'une heure après, simplement une heure après, ici c'est un score de gène. Le score est beaucoup moins important dans le groupe haut débit versus ici l'oxygène et ici la ventilation non invasive. Et la dyspnée, ici c'est le taux de patients qui ont une amélioration de la dyspnée, elle est nettement plus importante. C'est intéressant parce que c'était au début de l'étude. Les études randomisées, on dit toujours que c'est bien, mais il peut y avoir des biais aussi. Les gens ne croyaient pas forcément à cette technique. D'ailleurs, quand on a construit cette étude, on pensait que ça allait plutôt être la VNI et l'optiflow et le haut débit qui allait être le plus favorable, ce qui n'est pas le cas. Et donc, c'est vraiment un effet marqué, c'est-à-dire une heure après, il y a une amélioration de la sensation de dyspnée. Donc, probablement, en partie, ce qu'on a vu avant, l'humidification, le confort, les lunettes, voilà. Le deuxième point, la PEP, il y a un débit continu qui s'oppose à l'expiration. Alors, pour mieux comprendre le mécanisme, j'ai vu ça avec des pédiatres à Lyon, c'était très intéressant. En fait, les bébés respirent que par le nez, et si on met des canules qui sont assez grosses, l'effet PEP est encore plus marqué, ça obstrue complètement l'expiration. Et eux, ils mettent, alors j'ai plus en tête, mais 5-6 litres minutes, ça crée des PEP très très importants. C'est ça le mécanisme de PEP, c'est-à-dire qu'il y a un débit continu, ça s'oppose à l'expiration, c'est comme une valve expiratoire, donc ça crée de la PEP. Est-ce que c'est important? Alors en pédiatrie, j'ai appris très important. Chez l'adulte, c'est relativement modeste. Vous avez ici les niveaux d'auto-PEP, alors de PEP, pardon, ici avec 30 litres, 40 litres, 50 litres minutes. Donc vous voyez, avec un 50 litres minutes, on est autour de 3 cm d'eau, pas plus. Et encore bouche fermée, bien sûr. Si on ouvre la bouche, vous voyez, on n'est plus qu'à 2 cm d'eau. Mais c'est un effet non négligeable, entre 2 et 3 cm d'eau de pression expiratoire positive. Ce qui peut contribuer à l'oxygénation. L'autre mécanisme, et qui est probablement plus important pour expliquer l'amélioration de l'oxygénation, c'est la FiO2. Effectivement, on donne plus d'oxygène. Quand on a fait l'étude là pour comparer les trois stratégies, on mesurait la FiO2 avec un masque à réserve. Et ce qui se passe avec un masque à réserve, c'est qu'on donne 10-15 litres minutes, sauf que le débit inspiratoire du patient, quand il est en détresse respiratoire, est plutôt de l'ordre de 30 à 40 litres minutes. Il peut même être plus élevé, mais c'est un ordre d'idée en moyenne, et donc nettement plus élevé. Et donc le gaz, l'oxygène qui est dans le masque, qui est même dans la réserve, c'est noyé un peu avec l'air ambiant. Et donc l'oxygène est dilué. Si on regarde quel FiO2 est délivré avec de l'oxygène, avec un masque à réserve, vous voyez ici 15 litres minutes avec un masque à réserve ou même sans réserve, on est de l'ordre de 60 à 65% de FiO2 en moyenne. D'accord? On ne dépasse pas ces valeurs. Si on regarde ici avec de l'eau débit, ici 40 litres minutes, on était plutôt de l'ordre de 80%. Donc on donne plus d'oxygène. Revenons aussi, c'est un tableau un petit peu caché dans l'étude de Jean-Pierre Fratte. Si on regarde, ici toujours eau débit, oxygène standard. Eh bien, la PO2 est plus élevée. Mais le rapport PaO2 sur FiO2, il est le même, vous voyez, il est même un peu plus bas. Donc pourquoi la PO2 est plus élevée? Simplement parce que la FiO2 est plus élevée. Et donc, moi, mon interprétation de ça, c'est qu'on voit que l'effet PEP, il est modeste dans l'amélioration de l'oxygénation. La PO2 est meilleure avec de l'eau débit parce qu'on donne plus d'oxygène, simplement. Si on regarde en VNI, vous voyez par contre, le rapport PaO2 sur FiO2 est plus élevé, probablement lié à du recrutement alvéolaire avec la PEP, la pression inspiratoire. L'autre effet qui est probablement majeur, c'est l'effet espace-mort. Bien sûr, quand on expire, on a du CO2 qui reste dans les bronches, dans la trachée, dans des zones qui ne participent pas aux échanges gazeux. Et bien là, il y a un lavage continu avec de l'oxygène. D'accord? Et donc, on diminue l'espace-mort. Pour montrer l'effet, il y a eu, les gens avaient très peur du haut débit au départ chez les patients, par exemple BPCO. Ils disaient il va peut-être avoir trop d'oxygène. Bon, ce qui est pas logique puisqu'on règle notre débit d'oxygène, on surveille la SAT comme d'habitude. Il n'y a pas de raison de faire des intoxications à l'oxygène. Et une petite étude, il n'y a pas beaucoup de data, mais des patients qui ont de l'oxygène à domicile, des patients BPCO, qui respiraient avec du haut débit pendant 30 minutes. Alors ils avaient des débits un peu plus bas, plutôt de l'ordre de 30 litres minutes. Et vous voyez une baisse de fréquence respiratoire. Ici, ils ont 20, ils ne sont pas en détresse respiratoire, ils sont des patients chroniques, domicile. En tout cas, une baisse franche de la fréquence respiratoire. Et une baisse de la PCO2. Donc là, on voit directement l'effet du lavage de l'espace mort.
Le résultat final, c'est qu'avec ce système, quelle est la part la plus importante? Avec ce système, en tout cas, et ça c'est l'équipe de Bordeaux qui a montré que ici c'est le travail respiratoire sous oxygène. Voilà, sous haut débit, il y a une baisse significative. Là, ils ont montré que c'était comparable avec une CPAP de 5 cm d'eau, par exemple. Il baisse aussi le travail respiratoire, et puis ça remonte quand on met de l'oxygène. Donc il y a une baisse du travail respiratoire. Est-ce que c'est plus un peu la PEP? Est-ce que c'est le fait d'augmenter la FiO2? Est-ce que c'est l'espace mort? Probablement. Probablement combiné. Quel est le plus important? Je ne sais pas. Mais le résultat est important sur le travail et sur la fréquence respiratoire. Il y a eu une progression très importante, probablement que vous l'utilisez, dans les services un petit peu, dans les services pas du tout, dans les services beaucoup, dans les services tout le temps. C'est vrai que l'engouement a été très important, probablement parce que c'est assez simple, ça semble assez efficace, il y a beaucoup moins de réglages, et donc, comme je vous dis, il y a des études physiologiques quand même, hein, on sait comment ça marche, mais beaucoup moins. D'habitude, on fait des choses à l'inverse, hein, on essaie de comprendre les mécanismes, et puis après, on l'utilise sur patient. Là, ça a été presque l'inverse, hein, parce qu'effectivement, des études cliniques ont été faites, et dans l'insuffisance respiratoire aiguë hypoxémique, et après l'extubation, il y a eu d'autres indications, mais je crois que là, à l'heure actuelle, c'est les deux grandes indications qui sont où il y a le plus de data pour dire c'est efficace dans ces indications. L'insuffisance respiratoire aiguë hypoxémique, c'est l'étude de Jean-Pierre Fratte, qui avait été coordonnée dans notre centre à Poitiers. 300 patients d'insuffisance respiratoire aiguë qui ont réellement des critères d'insuffisance respiratoire aiguë, des images bilatérales, beaucoup de SDRA. Et puis une réduction de mortalité, vous avez la courbe ici, c'est la survie qui est plus importante avec le haut débit. Ici c'est l'oxygène, ici c'est la ventilation non invasive. Comment on explique cette baisse de mortalité? Une réduction du taux d'intubation chez les patients les plus sévères, ceux qui avaient un rapport PaO2 sur FiO2 inférieur à 200, c'est-à-dire la majorité des patients. Et vous voyez les taux d'intubation, 35% versus un peu plus de 50% dans les deux autres groupes. Donc ça a été vraiment un impact, une étude qui a eu un impact important, avec un résultat très, très, très fort. Et comment on peut expliquer les potentiels problèmes sous VNI? Eh bien, si on regarde cette étude, on est en train de faire des analyses de sous-groupes. Ce qu'on voit, c'est que l'aide inspiratoire était à 8 cm d'eau, la PEP était à 5. On va dire qu'on est dans le standard. Je ne sais pas si vous avez d'autres pratiques. Ou, on peut. Hein, on croit toujours que les gens font tous pareil, mais c'est pas vrai. Hein. C'est bien d'aller voir ailleurs pour ça. Le volume courant était moyen de 9 ml/kg. Mais en fait, une heure après la mise sous VNI, les patients qui n'étaient pas intubés, qui n'allaient pas être intubés, avaient un volume plutôt de 8 ml/kg, et ceux qui allaient être intubés plutôt de 10 ml/kg. Et donc, c'est là que et plusieurs études vont dans ce sens en ce moment pour alerter les gens sur le risque de barotrauma, de faire des volumes trop importants chez les patients qui ont des critères de SDRA et qui, sous ventilation mécanique, tous les médecins, les kinés, tout le monde aurait baissé le volume courant pour être à 6 ml/kg. Et dans notre analyse, là, en subanalyse, qu'on n'a pas on est en train de terminer, on n'a pas encore publié, les volumes courants au-dessus de 9 ml/kg étaient le seul critère prédictif d'intubation. C'est ce qu'a retrouvé Guillaume Carteau également, et puis il montrait que, vous voyez, ici c'est en noir et en gris, c'est les patients qui ont des volumes de plus de 10 ml/kg, et donc la moitié des malades, avec, encore une fois, un risque d'intubation chez les malades qui font des grands volumes. La deuxième grande indication, en post-extubation, vous avez vu probablement de deux études importantes, espagnoles, des patients à faible risque, mais qui ont des taux quand même un peu élevés pour les faibles risques, 12% dans le groupe oxygène, 5% dans le groupe oxygénothérapie à haut débit, mais en tout cas une réduction du taux d'intubation. Et puis les mêmes auteurs ont réitéré leur étude chez les patients à haut risque. Ils l'ont comparé avec la ventilation non invasive. Ils ont retrouvé en tout cas des taux relativement similaires, donc en tout cas une technique qui semble intéressante en post-extubation. Ils ont exclu néanmoins les patients hypercapniques qui bénéficieraient le plus de ventilation non invasive. En conclusion, eh bien surtout sur l'évidence clinique, on a vu un petit peu tous les effets physiologiques. L'oxygène à haut débit semble efficace. Et en cas d'insuffisance respiratoire aiguë hypoxémique, on a quand même une grande étude avec une diminution de mortalité, donc probablement en tout cas l'indication préférentielle. Et puis la deuxième indication en post-extubation, avec une diminution assez nette du taux de réintubation. Une en tout cas où c'est plutôt l'égalité avec la VNI et l'autre avec une réduction de réintubation, donc l'autre indication qui pourrait être très efficace. Juste deux mots pour terminer, c'est-à-dire que nous on utilise beaucoup d'oxygène à haut débit,
Effectivement, dans ces indications-là, des fois on déborde un peu. On a vu les BPCO, ça pourrait être intéressant. On le verra, on n'a pas de preuves. Mais après, le risque, c'est que le patient qui fait une détresse respiratoire sur un œdème pulmonaire, l'interne il est tellement habitué, il lui met l'oxygène à haut débit. Il ne faut pas oublier que la VNI reste vraiment la référence dans l'œdème pulmonaire, les patients BPCO et les patients post-opératoires, en post-opératoire de chirurgie abdominale ou de chirurgie thoracique. Voilà, je vous remercie.